Bonjour à tous, bienvenue à ce second webinaire de Joe Hamon sur le patrimoine architectural en Afrique, diversité, vulnérabilité et résilience. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour échanger en prélude à la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites de l'année 2024. Cette année, alors que nous nous apprêtons à commémorer cette journée sur le thème catastrophes et conflits à travers le prisme de la Charte de Venise, à Joe Hamon, nous nous penchons également sur une facette cruciale du patrimoine mondial, son architecture en Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique, ce continent riche en histoire et en diversité culturelle, abrite un patrimoine architectural d'une importance inestimable. De l'ancienne ville de Carthage aux pyramides majestueuses de Gizeh, en passant par les édifices coloniaux et l'architecture traditionnelle, chaque monument, chaque bâtiment en Afrique raconte une histoire témoignant de l'évolution des civilisations et des sociétés à travers les âges. Pourtant, cette richesse, ce patrimoine architectural africain est confronté à de nombreux défis. La diversité de ses formes et de ses styles le rend vulnérable aux ravages du temps, aux catastrophes naturelles et aux conflits humains. La préservation de ce patrimoine devient donc une responsabilité collective, nécessitant des efforts concertés et des approches innovantes. J'ai l'habitude de dire que les webinaires de Joe Hamon sont des discussions d'experts sur un plateau de télévision. Alors, aujourd'hui, pour discuter ensemble du patrimoine architectural africain de ses perspectives, je reçois 3 jeunes architectes spécialistes du patrimoine africain. Fernande Emilienne Baudot, architecte allemande et camerounaise, elle a travaillé comme rédacteur au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une formation en architecture et en urbanisme, en Allemagne, au Brésil, en Suisse et en Chine. Après être devenue membre international de l'ICOMOS en 2019, elle a contribué à la mise en place du comité national ICOMOS au Cameroun et aujourd'hui, elle travaille à la Maison des cultures du monde à Berlin comme commissaire d'architecture et de pratique spatiale. Le second expert que je reçois aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est Abdoulaye Cissé, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble en France, spécialiste de l'architecture en terre. Il réside à Bamako et travaille comme architecte associé au cabinet Agence Odessa. Il est depuis de nombreuses années maintenant consultant pour Cratère, l'UNESCO, l'ICOMOS et a notamment participé à la reconstruction des mausolées de Tombouctou au Mali et de plusieurs projets de réhabilitation des sites classés aussi bien dans son pays, le Mali, que dans la sous-région ouest africaine. Membre du bureau de l'ICOMOS Mali, il milite au sein de nombreux comités scientifiques internationaux, à savoir PRERICO, ISKEA et le comité IPWJ, et a déjà évalué de nombreux dossiers d'inscription de sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La troisième spécialiste que je reçois aujourd'hui, c'est Alissa Bari, architecte et urbaniste sénégalaise, spécialiste du patrimoine culturel africain. Actuellement basée à Dakar, elle travaille comme consultante indépendante auprès d'institutions nationales et internationales pour faciliter la préservation, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel africain. Elle est également l'actuelle coordinatrice du groupe de travail des jeunes professionnels émergents de l'ICOMOS pour la région Afrique. Merci à tous les 3 d'avoir accepté mon intervention. Mon intervention durant ce webinaire et de votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle à tous les participants que le chat est ouvert et que tout à l'heure, durant le déroulé, je prendrai quelques questions que je poserai volontiers à nos invités. Alors, sans transition aucune et pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, je vais directement poser ma première question à Alissa. Alors dites-nous, Alissa, quel est l'état du patrimoine architectural africain aujourd'hui? Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette première question, je pense que c'est un peu compliqué, en fait, de répondre à cette question parce que le continent africain est très vaste. Donc, c'est une question très vaste et je pense qu'il est difficile de donner une réponse qui puisse s'adapter à l'échelle de tout le continent.
Je pense que ça dépend vraiment de chaque pays. Et donc, pour ma part, je peux donner l'exemple du Sénégal, par exemple, où il y a déjà une forte... il existe beaucoup de documents, en tout cas sur le papier, qui sont censés, en tout cas, assurer la préservation du patrimoine architectural. Après, le problème aujourd'hui, c'est que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ces textes. Notamment, on assiste notamment aujourd'hui à la destruction de beaucoup de monuments, de sites historiques, malgré le fait que parfois ce soit des monuments ou des sites qui soient inscrits, classés au patrimoine national. Et ça montre vraiment qu'il y a encore un travail de sensibilisation à faire pour justement veiller à l'application des textes qui sont encore existants. D'accord. Vous venez de dire que déjà, tout de suite, par exemple, dans le cas du Sénégal, on peut noter une première difficulté liée à l'application des textes de loi qui régissent le patrimoine culturel et notamment le patrimoine architectural. Ma seconde question ira tout de suite à Fernand. Comment voyez-vous, au-delà de l'aspect difficulté d'application des textes, les principaux défis auxquels le patrimoine architectural fait face aujourd'hui en Afrique? Fernand. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. D'abord, bonjour à tout le monde. Est-ce que Aïssa, tu peux me traduire ça en anglais? Okay, he's just asking what are the main challenges of architectural heritage in Africa today? To be described inscribed as World Heritage or in general? Architectural heritage. I know, but the challenges in general. Moi, je pense d'abord un des problèmes like one problem that we're facing, c'est que je pense que le public général n'est pas conscient de l'importance de préserver des sites architecturaux. Et si le public ou la communauté civique n'est pas consciente, on ne peut pas vraiment avancer parce qu'on ne peut pas mettre la pression à la politique pour qu'il emploie des lois qui préservent les sites patrimoniaux. Et je pense comme la civil society, comme on dit en français, avec ça. Elle n'est pas consciente et c'est très important de créer des lieux où on peut éduquer ou to create incentives to éduquer, sensibiliser, former, oui, comme autre défi lié à la gestion du patrimoine architectural en Afrique. Abdoulaye, tout de suite, je vais revenir sur votre profil. Vous êtes un expert du patrimoine africain. Vous avez déjà travaillé, évalué un certain nombre de dossiers. Dans votre pratique professionnelle au quotidien, quels sont les exemples de réussite, de conservation et de restauration du patrimoine architectural en Afrique que vous pouvez considérer comme inspirant à partager avec nous aujourd'hui? D'accord. Merci Jean-Paul pour l'invitation. De mon expérience, de manière générale, l'Afrique est un continent qui a vraiment le potentiel d'avoir hérité d'une grande valeur historique, de grandes potentialités en matière de sites historiques, qu'ils soient architectural, archéologique, paysager, de manière tangible et intangible. À savoir,
la quasi-totalité de ces sites sont, la majorité, c'est des sites, où l'œuvre de l'homme, c'est des sites bâtis. Donc, on peut parler d'architecture. Donc, quand on parle d'architecture de manière générale, on peut parler aussi d'architecture de terre, quasiment dans plusieurs régions, parce que la quasi-totalité des sites historiques ont été bâtis avec la terre. La terre qui est un matériau périssable. Bon, c'est l'un des premiers matériaux à être utilisé avec la pierre, parce qu'on a deux types de patrimoine architectural, là, si je ne m'abuse, à savoir principalement le patrimoine historique qui est bâti en terre et le patrimoine colonial qui est venu avec la période coloniale. Donc, du coup, le patrimoine en terre, comme je le disais, c'est un matériau périssable qui nécessite l'entretien permanent pour son maintien. Donc, c'est dans ce cadre-là que les missions de conservation concernent beaucoup l'entretien. Et cet entretien est à la base déjà effectué par les communautés dont on salue déjà. Mais au-delà de ça, le Mali est un pays qui a vraiment eu la chance de bénéficier de beaucoup de sites patrimoniaux. Et de ce fait, ça a attiré l'attention de la communauté internationale à un moment donné. Et nous avons bénéficié de grands programmes de réhabilitation, de conservation, notamment dans la ville de Djenné, dans la ville de Tombouctou, et la falaise de Balédera et à Gao aussi. Donc, depuis 1995, il y a eu de grands projets d'envergure avec l'Université de Liège en Belgique pour réhabiliter presque toutes les maisons monumentales à Djenné, qui a été une très, très grande réussite de projets, notamment la documentation, la reconstruction, la révalorisation de certaines activités, tant matérielles et immatérielles. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on continue d'être assisté grâce aux efforts de l'UNESCO et de ses partenaires de projets tels que la réhabilitation des mausolées de Tombouctou à partir de 2013 jusqu'en 2015, dont j'ai eu l'opportunité de participer en tant qu'architecte depuis la conception jusqu'au chantier, au suivi des chantiers. Et c'était vraiment une très grande réussite, ce programme, parce que quand on parle de conservation, selon même les principes de la charte de Venise, il faut commencer par l'état des lieux, d'abord comprendre un peu le patrimoine avant de se lancer dans sa restauration, faire les recherches historiques dans les archives et tout pour voir l'authenticité afin de pouvoir réaliser des travaux conformément à l'initial ou à l'authentique. Donc, de ce programme, nous avons pu réhabiliter une vingtaine de mausolées, dont 16 principales mausolées, les 3 grandes mosquées et plusieurs bibliothèques de manuscrits. Et les maisons aussi, la réhabilitation a concerné l'habitat dans la Médina à Tombouctou. Donc, c'est l'un des réussites que je peux vous parler brièvement. Et après, s'il y a des questions, on pourra détailler, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Au-delà de ça, nous avons plusieurs programmes, mais c'est l'un des projets réussis. D'accord. Merci pour ce partage. Alissa, je reviens vers vous. Est-ce que dans le cadre du Sénégal, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous partager aussi, des exemples inspirants de réussite de conservation, notamment liant les communautés locales? Parce que, rappelons, le patrimoine architectural est une composante très importante des communautés locales dans lesquelles
qui identifie d'abord ce patrimoine avant d'amener les autorités à le reconnaître en tant que patrimoine national. Merci Jean-Paul. J'ai vu que Fernande avait levé la main. Je ne sais pas si elle peut parler avant ou si je pense que ma question, elle est liée à la question de Jean-Paul Lawson, aussi à ce que Abdoulaye il nous a raconté. Moi, je m'intéresse beaucoup à la contribution de la communauté. Et vous avez dit que l'entretien c'est une très grande partie du travail pour le patrimoine que vous faites. Et je me demande si les communautés, parce que vous avez dit que c'est un travail entre l'UNESCO avec un partenariat avec une ville belge, je pense, si j'ai bien compris. Et est-ce que les communautés... Si, c'est bien ça. Et les communautés de Timbuktu, ils sont vraiment inclus dans le travail ou c'est plutôt des personnes de l'extérieur qui viennent faire l'entretien, peut-être avec des machines où c'est vraiment fait, tout est fait par la communauté, le travail. D'accord. Oui, au fait, l'intervention des partenaires est un peu plutôt l'appui financier et l'appui financier et l'appui technique, la documentation et tout, parce que déjà les savoirs et savoir-faire sont détenus par les communautés. Donc au Mali, parmi tous ces sites classés, il y a toujours les maçons traditionnels. Il y a les maçons qui détiennent ces savoirs encore et qui sont transmis de génération en génération et qui sont au centre de ces travaux d'entretien, de réhabilitation et tout. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que je salue l'effort des communautés qui s'occupent qui sont toujours occupés de ces monuments bien avant les interventions des projets. Merci Abdoulaye. Alissa, pour rebondir sur cette question. Oui, merci Jean-Paul. Alors moi, l'exemple que je voudrais partager n'est pas forcément un exemple qui implique fortement la communauté, mais c'est plutôt un bon exemple, je trouve, de partenariat entre l'État et le secteur privé. C'est l'exemple de la réhabilitation de la gare de Dakar, qui a été réhabilitée récemment en 2018. Et qui est le fruit d'un partenariat entre une agence de l'État, qui est donc l'APIX, l'Agence nationale chargée de la promotion et de l'investissement et des grands travaux, et une entreprise privée qui est Eiffage. Et ce que je trouve intéressant déjà, c'est justement d'avoir utilisé ce type de partenariat pour mettre en œuvre ce projet de réhabilitation. Et également, à travers ce projet, d'avoir non seulement réhabilité la gare, mais lui avoir donné un nouvel usage. Parce que cette gare, donc, qui était à l'origine la gare de Dakar, est maintenant la gare de notre TER. Et en plus, ce bâtiment s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui est le projet du parc culturel de Dakar, qui avait été pensé donc du temps du président Abdoulaye Wade et qui, en gros, entendait mettre en place plusieurs équipements culturels dans le même espace. Donc, ce projet commençait avec la gare. Et il envisageait déjà la réhabilitation de la gare, mais également d'autres infrastructures culturelles comme le musée des civilisations noires, qui a été construit également récemment, le Grand Théâtre, et même initialement dans le projet, il prévoyait donc la construction d'une école d'architecture et d'art, d'une bibliothèque nationale. Et voilà, je trouve intéressant que
on soit parti de cette gare qui est un objet du patrimoine architectural pour repenser complètement cet espace donc à l'échelle urbaine en intégrant d'autres équipements culturels. C'est dans ce sens que je trouve que c'est un exemple intéressant à partager. Merci pour cet exemple qui me permet de rebondir aussi tout de suite sur une des questions que j'avais prévues, notamment la question du partenariat public-privé dans la gestion de la chose patrimoniale en Afrique. Au-delà de la relation public-privé, quel est le rôle, par exemple, de la société civile, des associations, des fondations? Comment est-ce qu'elles peuvent contribuer, renforcer ce soutien à la préservation du patrimoine architectural en Afrique? Alissa. Ok, justement, je trouve que par rapport à la question précédente qui était posée du fait de l'implication de la communauté, je trouve que justement pour impliquer la communauté, il faut justement faire appel à la société civile. C'est la société civile qui joue le rôle d'intermédiaire en fait entre ce que désire la communauté et ce que peut ou veut mettre en œuvre l'État, le secteur privé, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. Effectivement. Abdoulaye, est-ce que vous avez déjà eu à travailler avec des associations locales, des communautés, des jeunes notamment, au niveau du Mali, qui accompagnent les efforts des structures publiques et parapubliques dans la question du patrimoine? Abdoulaye, est-ce que vous nous recevez? Je crois que la connexion d'Abdoulaye a un petit peu bugué. Est-ce que, Fernand, de par ton expérience, tu as eu la chance de côtoyer plusieurs espaces au niveau du Brésil, au niveau de la Suisse, au niveau de la Chine. Comment trouves-tu l'implication de la jeunesse et comment est-ce que nous, en Afrique, en tant que jeunes professionnels, on peut accompagner les efforts des structures publiques dans la gestion patrimoniale? Moi, je peux donner un exemple par rapport à mon Je rappelle que vous pouvez couper vos connexions, puisque je crois que dans le chat, beaucoup de nos amis qui nous suivent, notamment en Afrique, n'ont pas une très bonne connexion. Donc, c'est assez instable. On peut couper nos vidéos pour que la bande passante puisse leur permettre de suivre aussi à distance. Ça marche mieux? Allô? Oui, ça marche mieux. Ok, moi je peux répondre par rapport à mon travail. En ce moment, je travaille dans une institution publique, c'est la Maison des Cultures du Monde en Allemagne, à Berlin. Et là, c'est moi qui est en charge du programme architectural. Et moi, je suis en train de mettre en place un programme d'éducation sur les techniques de construction. Et j'ai pensé à mettre ça en place parce que je pense qu'il y a l'importance de montrer au monde la qualité des techniques anciennes appliquées dans la construction africaine, mais pas non seulement en Afrique, mais de tout le Global South, les pays du Sud global, je ne sais pas comment on dit en français, mais je pense que les grandes institutions peuvent mettre en valeur les techniques de construction, par exemple, en créant des programmes. Moi, ça serait un programme d'éducation, c'est-à-dire une école d'architecture. On invite des experts du continent qui viennent donner des cours sur leur travail dans le patrimoine, dans la construction.
Et ça, c'est une manière comment les institutions peuvent intervenir dans la sensibilisation pour le patrimoine architectural en Afrique. Merci, merci Fernande. Ça me permet tout à l'heure, tu as parlé de la question de l'éducation, du renforcement des capacités des jeunes. Alissa, je vais te poser rapidement une question. Comment est-ce que, notamment nous, à travers le projet Joamon, on peut mieux sensibiliser le public à l'importance du patrimoine architectural et à sa préservation en Afrique? Ok. Bon, je pense que justement aujourd'hui, et justement, je pense que c'était justement l'intérêt de Joamon, on doit même, je dirais, utiliser ce dont on a, enfin les outils dont on a, enfin qu'on a à disposition aujourd'hui, donc notamment les réseaux sociaux, Internet en général, pour donner de la visibilité déjà à ce que les professionnels du patrimoine font aujourd'hui, le travail que ces professionnels font, et à ce qu'est le patrimoine aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a tendance à rester dans notre bulle, à travailler, à parler entre nous, entre professionnels. Et aujourd'hui, le grand enjeu, je dirais, du patrimoine, c'est qu'il faut qu'on s'adresse au grand public, en fait. Il faut qu'on s'adresse à une communauté beaucoup plus large que notre bulle d'experts. Il faut qu'on donne de la visibilité, qu'on promeuve les activités que nous faisons pour préserver le patrimoine. Et Joamon, justement, est une initiative, à mon avis, qui va dans ce sens, parce qu'au-delà d'être une plateforme de formation, c'est surtout une opportunité de mettre en commun tous ces acteurs qui travaillent donc pour la préservation du patrimoine, pour justement faciliter la promotion des activités, faciliter l'échange entre ces acteurs pour améliorer la visibilité et la préservation du patrimoine. D'accord, merci. Alors, je reviens un peu à la thématique globale de la célébration de la Journée internationale des monuments et sites de cette année, catastrophes et conflits à travers le prisme de la Charte de Venise. Alors, de par ton expérience, Alissa, avant de revenir à Fernand tout à l'heure, quelles sont les mesures d'urgence que nous pouvons prendre pour protéger le patrimoine en cas de catastrophe imminente? Alors, honnêtement, pour être tout à fait honnête, moi, personnellement, je n'ai jamais, en tout cas, été impliquée dans ce genre de phénomène, en tout cas de tout ce qui est risque, catastrophe, urgence. Mais ce que je dirais là à la première réaction que je dirais serait de justement faire appel à des institutions, des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine de l'urgence, des catastrophes, des conflits, etc. Et donc notamment à l'UNESCO ou à des institutions comme la fondation Alif. C'est ce que je répondrais comme ça à vif. Effectivement, la Fondation Alif accompagne beaucoup d'institutions patrimoniales en Afrique. J'ai eu la chance de voir un de leurs projets fleurir ou arriver au bout, notamment au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire en 2022. Fernand, toi qui as déjà eu cette expérience de travailler dans beaucoup de contextes, je l'ai dit tout à l'heure, au Brésil, en Chine, en Suisse et aussi au Cameroun dans ton pays, comment est-ce que tu vois l'implication des communautés locales dans le fait que le dialogue permet une certaine inclusivité, un certain respect des voix de tout un chacun dans la chose patrimoniale? Je trouve que c'est une très bonne question, mais aussi, je pense que c'est une question un peu difficile parce que, d'après mon expérience dans plusieurs pays, les communautés
valeur leur patrimoine différemment, au point que peut-être les communautés locales, ça dépend oui, de leur éducation, ils ne voient pas la valeur dans le patrimoine. C'est ce que moi j'ai perceived, j'ai observé. Je pense que l'éducation sur le patrimoine est plus renforcée en Europe. On nous explique pourquoi c'est important de entretenir des sites. Mais au Cameroun, par exemple, je pense qu'il y a un très grand manque de sensibilisation. Comme Alissa, elle a dit, on risque souvent de rester dans notre bulle et des experts, mais ouais, je pense qu'il faudra faire plus d'activités pour oui, sensibiliser la jeunesse. D'accord. Je vois que dans le chat, il y a quelques questions déjà. Je vous les pose rapidement. La première, pourquoi une très faible implication des pouvoirs publics dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine architectural aujourd'hui? Abdoulaye, je vois que tu nous as rejoint. Je pense que vu que ta connexion est n'est pas très stable, tu peux couper ta caméra. D'accord? Et je te pose cette question tout de suite. Pourquoi on remarque notamment en Afrique une très faible implication des pouvoirs publics dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, alors que de l'autre côté, la plupart des projets de restauration, de conservation du patrimoine sont beaucoup plus financés par des institutions internationales comme l'UNESCO? Oui, je tiens à m'excuser pour la situation technique qui... Allô? Oui, on te reçoit. Voilà. Désolé, désolé vraiment. Quant à l'implication des politiques, de la décision politique, vous savez que en Afrique, la quasi-totalité des pays sont des pays en voie de développement. Et du coup, la majeure partie de ces pays n'ont pas comme priorité la conservation du patrimoine. On ne se donne pas les moyens. Ce qui fait que quand vous constatez dans les plans, dans les dossiers de proposition d'inscription et dans les plans de gestion, et les résultats, les objectifs fixés ne sont atteints même qu'à 20% dans les objectifs. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et grâce à l'appui des partenaires, par exemple, l'UNESCO, à travers le mécanisme de suivi actif, donc ils ont l'œil sur l'évolution de tous les sites inscrits. Ça, c'est la liste du patrimoine mondial. Mais ceux qui sont sur la liste du patrimoine national, la liste indicative et tout, ça concerne que l'État partie. Donc, ces sites ont beaucoup de difficultés à cause de la volonté politique, parce qu'on ne se donne pas comme priorité la conservation du patrimoine. D'accord. Mais est-ce que cette action, et ça je rebondis sur la question de Madame Richon, pourquoi est-ce que des institutions, des associations comme le Bouclier Bleu ne sont pas aussi actives en Afrique? La société civile peut en faire partie et protéger les biens patrimoniaux contre les risques, les incendies, les inondations, les catastrophes. Est-ce que c'est aussi une question de méthodologie, de mauvaise connaissance de leur stratégie d'action, ces institutions comme le Bouclier Bleu sur notre continent? Bon, je pense que ça dépend aussi, ça dépend parce que la gestion du patrimoine est très diverse en Afrique. Quant à l'implication des acteurs au Bouclier Bleu, par exemple, le Mali est membre et je sais que
il y a des sites qui ont bénéficié de la protection du bouclier bleu et il y a des associations et des gestionnaires de patrimoine qui se battent pour la protection de certains sites à travers la signalisation, à travers les actions de sensibilisation et tout. Mais il faut reconnaître qu'il y a toujours des difficultés parce que vu l'étendue du territoire et le nombre élevé des sites du patrimoine, donc du coup, nous avons certaines insuffisances à ce niveau. Sinon, quant au Mali, quand même, il y a des actions, quand même, le Mali a adhéré au bouclier bleu et je connais des sites aussi qui ont bénéficié de la protection. D'accord. Mais alors, est-ce que, et ça, je pose la question à tous les intervenants, vous savez, aujourd'hui, la question du numérique est présente partout. Est-ce que, à travers les outils numériques, comment est-ce qu'on peut amener, tout à l'heure tu l'as dit, Abdoulaye, il faut d'abord connaître, identifier notre patrimoine architectural avant de dire que nous allons le gérer, le préserver. Comment alors est-ce que les technologies numériques peuvent nous amener à réaliser une meilleure connaissance, à avoir une meilleure documentation de nos sites architecturaux en Afrique? Oui, face aux défis actuels auxquels le patrimoine fait face, tels que le changement climatique, les catastrophes, et les conflits que la région du Sahel connaît aujourd'hui, il est pertinent que nous utilisons ces outils numériques-là, notamment pour l'identification à travers l'inventaire. Par exemple, nous, on a travaillé avec Iconem pour le scan 3D de certains sites au Mali et au Niger. Donc, je sais que ces outils-là peuvent être beaucoup plus utiles au XXIe siècle. C'est plutôt une opportunité pour nous de les utiliser pour non seulement la documentation, mais aussi pour faciliter l'accès à ces sites-là, parce que maintenant, par exemple, ça fait 10 ans, presque 10 ans, plusieurs sites au Mali ne sont pas accessibles à cause de l'insécurité. À documenter ces sites-là avec l'outil numérique, on peut organiser des expositions dans les musées, même faire des films, faire beaucoup de choses pour permettre à la nouvelle génération de connaître ces sites-là virtuellement avant d'avoir l'occasion, l'opportunité de s'y rendre. D'accord. Alissa? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Abdoulaye. Je pense que dans un premier temps, les outils technologiques peuvent être utiles pour faciliter la conservation des biens. Donc, que ce soit à travers les numérisations 3D, par exemple, qui permettent d'identifier les matériaux, par exemple, qui constituent les œuvres, qui peuvent permettre également de reconstituer les plans. Donc ça, c'est déjà un premier aspect qui peut être utile par rapport à ça. Mais un deuxième aspect, et vraiment, je le redis, je le répète depuis le début, mais je pense qu'il faut vraiment pouvoir utiliser tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. Abdoulaye l'a évoqué également, mais tout ce qui est réalité virtuelle aussi, par exemple, pour promouvoir et sensibiliser le grand public à ce qu'est le patrimoine. Je pense que c'est vraiment dans ces deux aspects que la technologie peut être utile aujourd'hui. La conservation d'un côté et la promotion, la sensibilisation de l'autre. D'accord. Fernande, je vais te poser une question rapidement. En tant qu'architecte et urbaniste, aujourd'hui, on remarque que les professionnels du secteur de la construction peuvent être aussi impliqués, comme Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, dans la préservation du patrimoine architectural.
Comment? Aujourd'hui, beaucoup d'architectes travaillent avec des matériaux modernes. Pourtant, dans nos communautés locales, il y a des techniques, des savoir-faire traditionnels qui peuvent être mises à contribution pour inspirer aujourd'hui les nouvelles constructions. Comment toi, en tant que spécialiste de l'urbanisme en Afrique, comment est-ce que tu penses que l'architecture africaine pourrait se nourrir d'innovations provenant d'autres régions du monde et inversement, comment est-ce que d'autres régions du monde peuvent s'inspirer d'innovations provenant de l'architecture africaine? Merci pour cette question. Je pense que j'attendais cette question. D'abord, je ne suis pas expert urbaniste en Afrique parce que j'ai passé la plupart de ma vie en Allemagne, en Europe. Mais j'ai travaillé sur le patrimoine pendant 2 ans au Cameroun. Mais ce qui est peut-être spécial pour moi, c'est que moi, j'ai travaillé entre plusieurs pays. Et je trouve que c'est une bonne question de dire que qu'est-ce que l'Afrique peut apprendre d'autres régions au monde entier et qu'est-ce que les autres régions peuvent apprendre de l'Afrique. Parce que je pense que, par exemple, si on parle de la question de la durabilité en termes de technologie ou des matériaux, je pense que les technologies ou le savoir-faire, les matériaux qu'on utilise ou qu'on a utilisés en Afrique depuis des centenaires, like centuries, je sais pas, des centaines d'années, ils existent jusqu'à aujourd'hui et ça montre que ça a une certaine durabilité. Un exemple, c'est le travail qu'il fait Abdoulaye. Les mausolées existent toujours, mais c'est un travail de communauté, un travail d'entretien, mais on a besoin d'une communauté pour entretenir ces endroits ou ces sites. Et je pense que ce qui manque en Europe, c'est un travail de travailler en communauté. Ça, c'est un exemple. Je pense que plutôt l'Europe peut apprendre de l'Afrique. Merci pour ta première réponse. Je vais rapidement regarder dans le chat. Je vois qu'il y a une question. Quel est le rôle des chefferies traditionnelles dans la conservation, la préservation, la promotion du patrimoine de leur localité, notamment sur le plan architectural? Abdoulaye? Il y a Madame Huguette qui souhaiterait savoir quel est le rôle des chefferies traditionnelles dans la conservation, la préservation, la promotion du patrimoine local, notamment en termes d'architecture. Je peux? Oui, tu peux y aller. D'accord. Au fait, comment dire? Parce que l'architecture traditionnelle est très diverse en Afrique, notamment au Mali. Du coup, pour l'entretien, par exemple, il y a pour la conservation, non seulement pour l'entretien, on sait qu'en Afrique, on a des pratiques sociaux qui sont très importantes liées à l'immatériel. Donc, pour les travaux, non seulement pour l'organisation de la société, il y a des pratiques immatérielles qui sont associées à la conservation de ces monuments ou de ces architectures. Donc, du coup, pour l'organisation des travaux, les chefs il y a des pratiques à faire dont les chefs ordonnent. Par exemple, les périodes à indiquer, les activités à faire, les sacrifices, et ainsi que il y a les chefs traditionnels non seulement, mais vu qu'il y a l'influence de l'islam dans certains pays, par exemple, ça peut être l'imam qui peut ordonner
selon les coutumes ou selon certaines pratiques. Et en plus, il y a les sacrifices aussi qui peuvent être effectués avant ou après les travaux liés à la lecture du Coran. Et les maçons aussi, à travers les maçons, il y a la chefferie aussi, il y a les chefs des maçons. Et les chefs des maçons aussi peuvent instruire des pratiques qui peuvent être immatérielles et avant les travaux à réaliser, tels que les sacrifices aussi, qui est important, ou après, pour que ces réalisations se font sous la protection divine, selon les croyances. Selon les croyances, c'est très, très divers. Et je parle un peu de manière générale, mais au Mali, c'est l'islam qui domine. Donc, par exemple, l'intervention des mosquées, je donne un exemple pour intervenir sur la mosquée, par exemple à Djenné. L'organisation est faite par les maçons, mais c'est le chef ou c'est l'imam qui ordonne d'intervenir sur la mosquée. Et avant, il y a des pratiques préliminaires à faire et avant le jour J. Et c'est le jour J que la communauté est appelée pour intervenir. Sinon, il y a tout un pratique préliminaire qui est lié au chef et au maçon d'abord. Et ensuite, toute la communauté vient mettre la main à la pâte. À la pâte, d'accord. Oui, je vois qu'Alissa a levé la main. Elle voudrait rebondir sur cette question. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Abdoulaye parce que je trouve que c'est très, très important, surtout en Afrique. En fait, quand on a beau parler de patrimoine architectural, qui est un patrimoine matériel, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'en Afrique, le patrimoine immatériel a beaucoup plus d'importance pour les communautés. Et c'est-à-dire que la vision qu'on a ici, traditionnellement en tout cas du patrimoine, n'est pas la même qu'en Europe, où on va vraiment s'attacher à conserver les bâtiments en tant que tels. Je pense qu'en Afrique, traditionnellement, le fait de détruire un bâtiment a beaucoup moins d'importance que de détruire la spiritualité qu'il y a autour de ce bâtiment. Par exemple, je pense au Koutamakou, donc qui est un site qui est situé entre le Bénin et le Togo, qui est très connu pour ses habitations traditionnelles, donc qui s'appellent les Takienta ou les Tatasomba. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la destruction de ces habitations. Malheureusement, pour nous qui sommes architectes, qui sommes très attachés à l'aspect matériel de la chose, mais quand on va sur le site, on se rend compte que même si certaines de ces habitations sont détruites, les communautés continuent à pratiquer entre guillemets ces habitations parce que en face de chaque habitation, il y a les autels des ancêtres. Qui, eux, sont maintenus et qui, eux, continuent à être utilisés pour justement vénérer les ancêtres. Donc, en fait, je trouve que c'est un point très important à soulever qui montre qu'en Afrique, en tout cas traditionnellement, c'est vraiment plus le côté immatériel du patrimoine qui est mis en valeur et qu'on va s'attacher à préserver. Et je pense que c'est important à rappeler. Alors, effectivement, c'est important à rappeler. Il y a une question que je viens de lire dans le chat et qui s'adresse à nous tous, spécialistes du patrimoine culturel africain. Comment comprendre le paradoxe quand ceux qui chantent la préservation du patrimoine architectural endogène vivent et construisent des bâtiments en béton armé n'ayant aucun lien avec ce qu'ils disent? Est-ce que parfois, on ne se considère pas un peu comme le cordonnier qui est mal chaussé? Tu t'adresses à quelqu'un en particulier? J'adresse la question à tout le monde. Hein. Alissa, tu peux répondre, par exemple. Est-ce que nous qui sommes spécialistes du patrimoine, qui disions qu'il est important de préserver, de valoriser, comment est-ce que nous-mêmes, nous amenions à construire des bâtiments en béton armé alors que l'architecture traditionnelle que nous prônons
à valorisation est laissée de côté? Ok, je vais répondre, mais pour ma part, et je pense que c'est également le cas d'Abdoulaye, Emilienne, je ne sais pas, mais je sais qu'au-delà d'être des professionnels du patrimoine culturel, on promeut également la construction d'architecture qui utilise les matériaux traditionnels. Moi, personnellement, vous ne me verrez jamais. Bon, il faut pas dire jamais, mais je ne pense pas que vous me verrez construire aujourd'hui en béton ou en verre ou je sais pas. Il va de soi, en tout cas moi personnellement dans ma démarche professionnelle et même idéologique, que justement on ne peut pas promouvoir d'un côté le patrimoine traditionnel et de l'autre aller à l'encontre de ce que ce patrimoine traditionnel nous dit. Après, l'idée n'est pas de dire aujourd'hui il faudrait qu'on vive tous dans des cases, c'est pas la question, c'est justement de se dire quelles étaient les caractéristiques de l'architecture traditionnelle dans le passé qu'on pourrait réadapter, réutiliser dans nos sociétés aujourd'hui, mais réadapter au fait qu'on vive en 2024. Par exemple, on parle de l'architecture traditionnelle en terre. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire, ou en tout cas difficilement en adobe ou je ne sais pas quel autre matériau traditionnel, ou quelle technique en tout cas traditionnelle, mais on peut très bien justement adapter le matériau terre, comme c'est le cas aujourd'hui avec la brique de terre compressée, qui utilise ce matériau traditionnel tout en l'améliorant pour être plus performant, plus adapté au contexte d'aujourd'hui. C'est ma démarche personnellement, je ne sais pas pour les autres professionnels du patrimoine. Fernand? Quel est ton avis sur la question? Est-ce que je peux répondre en anglais? C'est plus facile pour moi. Oui ou non? Parce que sinon, je vais essayer de répondre en français. Mais je pense, je suis d'accord avec Alissa. Et ouais, c'est ce que j'essayais de dire avant, qu'on peut prendre des aspects de la construction traditionnelle et appliquer avec les technologies d'aujourd'hui. D'accord. Abdoulaye? Abdoulaye, est-ce que dans tes constructions, toi en tant qu'architecte, tu arrives à prôner aujourd'hui l'utilisation des matériaux traditionnels dans les constructions que tu proposes à tes clients au niveau de ton agence? Oui, Abdoulaye, tu me reçois? Oui, oui, j'avais un souci de réseau. Au fait, Jacob, moi, je pense que ce problème est lié à plusieurs paramètres, à mon avis. Aujourd'hui, les villes africaines adoptent un modèle de développement un peu inculqué des villes européennes, des villes occidentales de manière générale. Quand tu prends aujourd'hui la quasi-totalité de nos architectes, ils sont formés en Occident et loin de toutes ces pratiques. Donc, ce qui a amené une grande influence sur nos modes de construction aujourd'hui en ville. Donc, du coup, les quelques architectes qui s'intéressent au patrimoine, à la valorisation des matériaux et des savoir-faire traditionnels, ils sont très, très minimes. Que ce soit au Mali, au Sénégal, au Burkina, je ne sais pas, au Bénin, ils sont très, 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 très minimes. Et du coup, même aujourd'hui,
le fait de l'évolution a fait que l'urbanisation et le développement a fait que quand vous voulez construire aujourd'hui une architecture vernaculaire en ville, c'est très, très difficile de trouver non seulement les compétences sur le site, mais les matériaux directement sur le site. Ça devient problématique aujourd'hui parce que moi, je connais, je j'essaie de construire localement ici à Bamako. On est obligé d'amener certains matériaux de loin. Donc, ce qui fait que ça perd sa valeur de durabilité et d'économie et tout. Parce que s'il faut amener les maçons de 500 km à 1000 km et amener les bois, certains types de terre, et ensuite les utiliser ici, même le coût, en termes de coût, ça reviendra très très cher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'évolution a beaucoup d'impact et le manque d'intérêt aussi a fait que le marché, sur le marché aujourd'hui, ça devient très très minime. Donc, seuls quelques acteurs du patrimoine, tels que Alissa, elle vient de dire son cas. Elle ne va jamais construire en béton. Peut-être ça, c'est pour elle-même. Mais si parmi ses clients, je donne un exemple, peut-être 50% de ses clients vont demander une maison moderne en truc. Vous voyez un peu. Mais si nous-mêmes, nous essayons de nous intéresser et de valoriser, je prends l'exemple sur Francis Kéré. Il a commencé dans son village. Il n'a pas commencé à Ouagadougou par construire des maisons en terre. Donc, les conditions étaient plus favorables là-bas quand vous intervenez à l'intérieur ou dans les villages et d'avoir une empreinte sur ce type de construction aujourd'hui. Et je vois que c'est le monde extérieur qui donne beaucoup plus de valeur à ces pratiques que les nationaux aujourd'hui. Autrement dit, il est donc important que nous travaillions à un renversement de vapeur, que nous-mêmes, Africains, travaillons à valoriser ces savoir-faire, ces pratiques traditionnelles c'est important quand même. Qui existent depuis les temps immémoriaux. Alors, Abdoulaye, je vais te garder quelques minutes. Je l'ai dit tantôt dans ta présentation, tu as eu l'opportunité de participer à l'évaluation de quelques biens africains candidats à une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais souvent, quand on regarde la carte des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et de l'humanité, on remarque que l'Afrique est beaucoup en retard dans ce processus par des régions comme l'Europe. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'Africains, pour améliorer cette situation? Abdoulaye? Oh. Excuse-moi, reprends la question, s'il te plaît. J'avais un souci de... Oui, alors, je disais que de par ton expérience, tu as eu la chance de participer à l'évaluation de beaucoup de dossiers, de beaucoup de biens africains candidats à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on remarque que très peu de biens africains par rapport à l'Europe, par exemple, sont inscrits. Comment est-ce que nous devons travailler pour améliorer cette situation? Oui, bon, tu sais, déjà, dans le programme phare de l'unité Afrique, déjà, la priorité, c'est l'amélioration de l'expertise africaine, parce que nous avons beaucoup de difficultés avec l'expertise aujourd'hui. Et notamment pour les dossiers, mais les universités aussi peuvent jouer un grand rôle. Vu que la question doit venir, mais les universités peuvent jouer un grand rôle, notamment dans la constitution des dossiers, parce que nos sites ont besoin vraiment de documentation, ils ont besoin et non seulement de qualité,
mais aussi de précision par rapport à certains détails pour faire en sorte que les dossiers soient rédigés par nous-mêmes, connaissant les contextes et tout, parce que beaucoup de dossiers africains sont initiés par des experts étrangers, donc qui ne connaissent pas forcément le contexte. Donc, ils travaillent, c'est vrai, avec l'équipe technique nationale, mais toujours il y a des failles dans le dossier. Donc, ça, c'est une très, très grande difficulté. Tout le programme de mentorat lancé par l'UNESCO est pour renforcer les capacités des experts africains afin de tenir les dossiers aujourd'hui. D'accord. Alissa? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Abdoulaye sur le fait que un des éléments pour ça, c'est vraiment de renforcer les capacités des experts qui sont vraiment, mais vraiment très peu nombreux sur le continent africain. Mais je pense qu'il faut aussi qu'à un moment, on se dise la vérité. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, ou en tout cas le patrimoine mondial, c'est d'abord une affaire politique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'UNESCO qui vient voir un pays pour lui dire « il faudrait que tu inscrives ce site ». C'est d'abord l'État qui doit aller voir l'UNESCO pour lui dire « voilà un site qu'on aimerait inscrire, quelles sont les démarches, quels sont les experts que vous proposez, comment inscrire ce site ». Donc, c'est avant tout une volonté politique. Et qu'on se dise la vérité, tant qu'on n'aura pas démontré clairement quels seraient les bénéfices pour un pays d'inscrire un ou plusieurs sites au patrimoine mondial, on avance dans le vide en fait. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune donnée chiffrée, aucun élément qui montre aux pays africains, voilà, avec un site inscrit, vous pouvez gagner, vous pouvez récolter tant de chiffres économiques ou autres. On n'a pas de données chiffrées claires qui puissent démontrer aux politiques, aux gouvernements africains quel est l'intérêt pour eux finalement de faire plus de sites. Et je pense que ça, au-delà de former des experts, il faut aussi travailler sur ce volet en fait. Expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne à avoir un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Je parle vraiment du patrimoine mondial. D'accord. Merci, merci pour. Je vois que dans le chat, il y a beaucoup d'autres questions. C'est la preuve que les thématiques liées au patrimoine architectural, mais pas seulement au patrimoine architectural, au patrimoine immatériel, au patrimoine naturel en Afrique, sont vraiment d'actualité et il est important pour nous tous de nous y pencher. Chers participants, chers amis de Joramon, vous l'aurez compris, le patrimoine architectural africain a non seulement besoin d'être bien identifié, documenté, géré, conservé, mais aussi d'être mis en valeur par des actions concrètes. Cela nécessite la participation de tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, les gouvernements, la société civile, les universités et surtout de la jeunesse. C'est sur ces mots que se terminera notre échange d'aujourd'hui. Alors, mais avant de vous laisser, comme vous le savez, le mois de mai est un mois très particulier pour le patrimoine africain, avec la journée du patrimoine mondial africain le 5 mai et la journée internationale des musées le 18. Alors, nous, à Joramon, nous avons une manière un peu particulière de célébrer, de commémorer ces journées internationales. Et pour cela, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 22 mai prochain, qui porte sur le thème dialogue interactif, musée, communauté locale et patrimoine mondial africain. Mais avant de vous dire au revoir, je tiens une nouvelle fois à remercier nos trois experts qui sont venus partager leur expérience avec nous aujourd'hui, Alissa, Fernande et Abdoulaye, toute l'équipe derrière l'organisation. Et je voudrais nous lancer un challenge. Partager massivement l'application mobile Joramon, relayer le plus possible les différents contenus de la page LinkedIn à nos amis, à nos collègues, à tous les passionnés du patrimoine africain que nous connaissons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mercredi 22 mai pour notre prochain webinaire. Mais en temps,
soyons connectés sur l'application et sur la page LinkedIn. Très bonne semaine à tous et à très bientôt. Merci Jean-Paul, merci. Merci. Pour cette initiative. Merci à Alissa et à Fernand. Ce fut un plaisir de participer à ce type d'échange. C'est vraiment important. Et je vous remercie et vous encourage dans ce sens. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.